Bonjour à tous et bienvenue sur Alta Frequenza Radio Yagourt, pour votre émission Sucita Viva, à la rencontre des acteurs de notre société. Et on va parler aujourd'hui du domaine Peraldi. On part bien sûr là de vin de très bonne qualité en compagnie du propriétaire du domaine, Guillaume Thirel de Poix. Bonjour. Bonjour. Très heureux donc de vous avoir sur ce plateau pour toute cette semaine d'émission. On va commencer par quelque chose d'assez simple, histoire de poser bien sûr les bases de cette émission, de notre discussion. Présenter peut-être le domaine Peraldi, son histoire. Ouais, d'accord. Donc le domaine Peraldi, c'est un domaine qui a été créé par mon grand-père. Donc je suis à 3e génération actuellement sur le domaine, en 1965. Voilà. Donc c'est des vignes qui ont une histoire quand même. Ces terrains sont des terrains viticoles depuis assez longtemps. On a des traces de vignes dans les années 1800. Monseigneur Felice Peraldi qui cultivait des vignes sur ce terrain et qui ont été laissées en friche au fil des générations. Et c'est mon grand-père qui a donc racheté ces terres à quelqu'un de la famille et qui a donc tout replanté en vigne, ce qu'on a aujourd'hui. D'accord, donc le domaine Peraldi aujourd'hui c'est une institution, on peut le dire. Institution, c'est-à-dire que ça faisait partie des premiers domaines, des domaines à avoir créé l'appellation Ajaccio, en fait, à avoir promu l'appellation Ajaccio. Donc effectivement, il fait partie de l'historique du vignoble ajaccien. Transmission donc aussi dans la famille, vous reprenez le flambeau, comment ça s'est fait ? Écoutez, c'était pas parti comme ça au départ, j'ai fait plusieurs études différentes sur différents thèmes, géologie, eau, etc. Et puis un jour, l'histoire rattrape, la terre rattrape, et donc je suis revenu en Corse m'installer après m'être formé en Bourgogne à l'école de viticulture de Beaune, et je suis revenu m'installer en Corse sur le domaine pour reprendre. Voilà. D'accord, c'était un appel naturel finalement. Oui, je pense que ça devait se faire comme ça. Alors, on parle aussi donc de votre parcours, on en profite. Des études en Bourgogne, c'est dans une école de renommée, quelque chose de poussé, vous rentriez bien plus que dans les fondamentaux. Si vous voulez, c'est la viticulture de Beaune. L'école de viticulture de Beaune a plusieurs formations. Celle que je faisais, c'était donc un BTS viticulture-œnologie. C'était pas de l'œnologie poussée comme ce que peut être le diplôme national d'œnologie, en fait, où là, c'est vraiment rentré dans le technique et la fabrication chimique du vin. Le BTS, c'est vraiment une logique savoir faire du vin, c'est-à-dire du pied de vigne jusqu'à la fermentation, jusqu'à la bouteille, tout le processus de production, savoir vraiment l'entièreté de la chose, sans entrer vraiment dans le détail poussé par section, mais voilà, on sait faire du vin de A à Z en sortant de ce BTS. D'accord, donc aujourd'hui vous avez une fonction haute, on va dire, dans ce domaine. Est-ce que vous avez commencé au plus bas de l'échelle, on va dire, ce que vous avez fait par exemple, je vais dire les choses comme ça, les vendanges en septembre, tout ça, est-ce que vous êtes passé par ce processus-là ? Si vous voulez, on est toujours dans ce processus-là, même si on gravit les échelons, on est un domaine qui reste familial, c'est une belle structure, on a quand même 16 employés à temps plein, mais tout le monde participe et tout le monde met les mains dedans, donc qu'on soit à n'importe quel poste, on fait les vendanges, on ramasse, on est dans la cave, on fait voilà, toutes les activités qu'il y a à faire. C'est ce qui m'a fait aussi choisir ce métier. Vous parlez justement de l'histoire, vous avez baigné dedans dès le plus jeune âge ? Je suis né dedans, voilà, ça c'est clair. Toute ma famille vivait en Corse pendant ma jeunesse. Mon père est parti en Roumanie fonder un autre domaine viticole, en fait, et donc on a bougé nous aussi. Le domaine est resté là avec ses cadres et ça a bien tenu pendant toutes ces années. Mais notre famille n'est pas restée vraiment sur place. Moi, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu en Roumanie aussi, du coup, j'ai vécu à Lyon. Après, j'ai fait mes études dans plein de villes. Vraiment, c'était ma jeunesse ici, donc oui, j'avais le feeling, mais j'ai pas vécu dedans, voilà, toute ma vie, quoi. C'était. Comment on fait pour reconnaître du bon vin ? Faut l'aimer tout simplement, hein. Je crois que du bon vin, du mauvais vin généralement on le reconnaît, parce que c'est voilà, comme on boit du mauvais jus d'orange, comme on boit du mauvais jus de pomme, c'est mauvais. Voilà. Après du bon vin, c'est en fonction des goûts, en fonction de ce qu'on aime, et voilà, faut pas avoir peur de dire qu'on aime un vin, faut pas avoir peur de dire qu'on l'aime pas non plus, faut rester
en accord avec soi-même quand on goûte un vin. Alors justement, est-ce que personnellement, bon, vous faites du vin, mais est-ce que vous avez une préférence pour un vin plutôt qu'un autre, une variété, on va dire, plutôt qu'un autre, variété de raisin, de couleur En général. En général pour vous. C'est vrai que c'est... Ma mère a vécu très longtemps en fait dans le sud de la France, ou en Côte-du-Rhône, où c'est des vins qui sont quand même assez charpentés, c'est des vins qui ont quand même des degrés alcooliques élevés. Donc quand j'ai commencé à boire du vin, finalement, et à m'éduquer au vin, je m'éduquais avec des vins de Côte-du-Rhône où on avait de la charpente, etc. Le fait d'avoir fait mes études en Bourgogne, ça m'a montré un aspect complètement différent, c'était avec le pinot noir, où là on a des vins qui sont plus sur la finesse, qui sont plus sur l'élégance, etc. Nous, on a un cépage quand même ici qui se rapproche plus du cépage bourguignon. Alors, ça fait quand même... j'ai un peu plus d'affinité avec ces vins-là. Ce qui ne m'empêche pas, du fait d'avoir appris le vin avec les Côtes-du-Rhône, d'être assez ouvert à tout ce que je goûte et de ne pas avoir vraiment de préférence, en fait. Il y a des très bons Côtes-du-Rhône, des très bons Bourgogne. Il faut toujours être ouvert et pas se dire telle région c'est pas bon. Donc, en fait. Vous préférez peut-être un peu plus la douceur au plus corsé. Voilà, avec l'éducation que j'ai eue, c'est ce qui ressort un peu. Ouais. Eh ben, merci pour ce premier jour. On continuera demain mardi. Cette belle semaine. À demain. À demain. Bonjour à tous, bienvenue sur Alta Breguan, Radio Liagour, Tsiga pour votre émission Suchitavi, comme tous les après-midi aux alentours de 16h30. Nous sommes en compagnie du propriétaire du domaine Péral, dit Guillaume Thirel de Poix. Bonjour. Bonjour. On parle donc de vin, vous l'avez bien compris, d'un vin de renommée dans la région ajaxienne. Alors on a commencé à parler hier de votre parcours. On va se concentrer aussi aujourd'hui sur le domaine, sans trahir de secrets, mais aussi la fabrication du vin. Alors, pour un peu en dire un peu plus pour les non-initiés, comment on s'y prend? Alors déjà, le principal quand on fait du vin, c'est d'avoir du bon raisin. Ça, c'est la condition pour avoir du bon vin. Donc c'est vraiment le raisin qui arrive dans la cave détermine la qualité du vin au final. Après, en cave, c'est de l'œnologie, c'est de la chimie, c'est de la science. Mais si on n'a pas du bon raisin à la base, on ne peut pas faire du bon vin. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut savoir quand on fait ça. Sur le raisin qu'on va avoir, donc après, il y a toute la partie cave qui va se faire. Et va y avoir l'étape de la fermentation qui est la plus importante. Donc la transformation du sucre du raisin en alcool. Ça, c'est la première étape. Il y en a d'autres aussi techniques pour préparer la fermentation, etc. Mais ça reste la principale. Une fois que votre jus de raisin en fait, est transformé en vin, on va avoir une partie qui est l'élevage. Dans l'élevage, il peut y avoir, sur les vins rouges, on a des élevages qui sont longs, notamment l'élevage qu'on connaît en barrique. Sur les rosés et les blancs, on va avoir des élevages plus courts généralement, parce que c'est des vins qui ne sont pas faits au départ pour la garde ou qui n'ont pas besoin de cet élevage-là. Donc on va avoir des élevages beaucoup plus courts de 2 à 3 mois, à 4 mois. Où là, on va faire dans un laps de temps des opérations de préparation à la mise en bouteille, qui est une opération assez technique qu'il faut maîtriser vraiment d'une manière précise. Donc voilà, c'est ces différentes étapes. Vous travaillez donc sur différents types de raisins, je suppose différentes variétés? Oui. Sur le domaine, on a une majorité de cépages rouges. Le cépage principal qui est le Chacarel, le cépage vraiment d'Ajaccio. On a aussi du Nieluch, donc un autre cépage de Corse qui est cultivé plus en Haute-Corse, notamment à Patrimoine, qui est reconnu pour être la région du Nieluch. Et on travaille aussi avec de la Syrah dans un AOC vin de Corse, la cuvée Guillaume. Et en blanc, le Vermentine qui est le cépage corse de prédilection aussi, qui s'appelle le Roll dans le sud de la France. Et quelques autres cépages aussi en plus petite quantité, du Cinsault, voilà, qu'on a quand même pour les rosés. Et voilà, après c'est l'assemblage entre ces cépages qui va faire le travail. Alors, pour avoir du bon vin, il faut du bon raisin. Pour avoir du bon raisin, il faut de la bonne terre, on suppose aussi. Alors, de la bonne terre, ça veut tout et rien dire en fait. Il y a des cépages qui se plaisent dans différentes terres. La viticulture, il faut voir ça comme un ensemble. En fait, c'est un système. Et on ne peut pas réfléchir à un seul paramètre de système. Il faut tout regarder et toujours être dans l'observation pour pouvoir corriger ce qu'il y a à corriger ou des choses comme ça. Nous, on est sur un terrain, donc c'est de l'arène granitique. C'est du sable fait avec beaucoup de granit.
c'est des terrains où il y a, pour de la culture maraîchère, ça serait pas du tout adéquat, mais pour la vigne, ça l'est. Parce que la vigne, c'est un végétal qui a pas nécessairement besoin d'eau, en grande quantité. Et il faut, même dans la période de maturation du raisin, l'idéal, c'est quand elle est légèrement en manque d'eau, en fait, pour que ça concentre justement les jus de raisin. Et dans le but de faire du vin, c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est regarder l'ensemble et faire en fonction. Donc, une terre qui ne souffre pas éventuellement de conditions de chaleur extrêmes ou en tout cas assez fortes. Alors, si justement, c'est la problématique, c'est des sols qui drainent beaucoup l'eau, en fait. Donc, on est dans une région où il pleut pas beaucoup, quand même. Et en plus, un sol qui ne retient pas l'eau. Donc, nous, on va avoir des problèmes de sécheresse, en fait. On peut avoir des problèmes de sécheresse liés justement à ces sols-là, et comme on a depuis quelques années des saisons très très chaudes. Voilà. Donc, est-ce qu'il vous arrive aussi de faire peut-être preuve de pédagogie? Est-ce que vous recevez des gens sur le domaine? Est-ce qu'il y a des ateliers parfois? Est-ce que vous apprenez un peu aux gens à comment déguster du vin? Alors, apprendre, c'est quand on fait des activités de dégustation, on montre les caves, la cuverie, effectivement, on fait des visites, en fait. Après, apprendre, c'est quand même un autre métier, et on n'est pas spécialisé là-dedans. Voilà. Donc, on partage volontiers nos connaissances et on invite les gens à venir découvrir la cave et le caveau de vente et le vignoble pour courir ou toute activité sportive. Mais voilà, on ne fait pas non plus de l'apprentissage comme peut le faire d'autres établissements. Voilà, donc vous laissez ça, on va dire, à des gens qui ont justement la pratique pédagogique. Voilà, exactement. On reste des agriculteurs. Justement, c'est important de dire qu'on sait d'où l'on vient avant tout, qu'on vient de la terre, on y est enraciné. Pardon. C'est important de dire que finalement, on garde cette racine profondément ancrée dans le sol corse, d'agriculteurs, d'hommes de la terre. Oui, je crois que c'est important de le rappeler, parce que on ne peut pas faire ce métier de toute façon si on n'est pas rattaché à sa terre et si on n'a pas ce sentiment d'appartenance. En fait, c'est comme tout, c'est quelque chose qu'on possède, on le cultive, on essaie d'en tirer le meilleur. Et si à la base on n'est pas rattaché à ce sol, ça rime à rien, en fait, de faire ce métier. Eh ben merci pour ce mardi. On continuera demain cette semaine, mercredi, en votre compagnie. À demain. Merci. De retour sur Alta Freguenza Radio Liagourtiga. Bonjour à tous et bienvenue pour Sucita Vi, à votre émission de toute la semaine aux alentours de 16h30. On parle cette semaine du domaine Peraldi avec son propriétaire Guillaume Tirel de Poix. Bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous avoir en notre compagnie. On a commencé déjà ces 2 premiers jours à poser les bases du métier, des aspects, de tout ce que vous pouvez rencontrer. On a parlé de l'aspect transmission, ça se joue en plusieurs générations. Dans la famille, il y a toujours cette importance du métier, cet attachement aussi à la culture du travail. Oui, je crois c'est donc mon grand-père qui a replanté les vignes aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a toujours été, qui a fait ça vraiment par amour de la Corse, et par amour de cet endroit, et qui nous a transmis ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut pas renier ça, et c'est quelque chose on a toujours voulu le perpétrer, et ça se ressent dans notre génération, parce que je suis pas tout seul je suis tout seul sur l'exploitation actuellement du domaine. Mais j'ai 3 frères et sœurs qui sont aussi propriétaires du domaine et qui sont tous plus ou moins reliés au métier du vin par la cuisine, par l'hôtellerie-restauration ou par la sommellerie, par ces différents métiers. Donc on sent bien qu'il y a une trame commune, et que peu importe les choix de vie qu'on a fait, on se retrouve tous plus ou moins dans ce carcan. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le vin du domaine Peraldi, est-ce qu'il y a déjà des distinctions ? Alors, des distinctions, on fait plusieurs cuvées, effectivement. On a différents types de vins. La cuvée qu'on appelle traditionnelle, donc on fait les 3 couleurs, rouge, blanc et rosé. Et après, chaque couleur va avoir ses cuvées. Donc, on a la cuvée Guillaume en rouge, qui a un assemblage de Nieluch, Syrah et Carignan.
Donc c'est en AOC 22 Corse. Ça peut pas être, c'est fait sur Ajaccio, sur les vignes du domaine, mais ce n'est pas de l'AOC Ajaccio parce qu'il n'y a pas de chacarel, qu'il cépage au moins à 60% obligatoire dans l'AOC Ajaccio. Ensuite, nous avons la cuvée du Cardinal en rouge qui est un 100% de chacarel, qui est élevé en barrique. Donc c'est notre cuvée prestige qui a été faite dans les années 80 pour les premiers, si ma mémoire est bonne. Et voilà, là on a vraiment un gros travail sur du chacarel. On va choisir les meilleurs chacarels de l'année, on va beaucoup travailler dessus, faire des élevages longs, comme je disais hier. Et voilà. Ensuite sur les blancs, donc on a le blanc traditionnel et la cuvée Clémence, qui est un assemblage, 100% vermentine, aussi passé en barrique. Voilà. Donc cuvée prestige de blanc. Qui est un blanc de garde. C'est vrai que le blanc, on n'a pas l'habitude de boire des vieux millésimes, et ça, c'est un blanc qui est fait pour ça. Et les rosés, on a donc la cuvée traditionnelle aussi, et la cuvée Guy de Poix, qui est un 100% de chacarel en rosé, et qui est fait en ce qu'on appelle la méthode de saignée sur les rosés. C'est-à-dire ? La méthode de saignée, c'est-à-dire qu'on va partir comme si on faisait un rouge, c'est-à-dire qu'on va mettre les grappes de raisin dans la cuve de fermentation. Mais avant de faire, on va laisser juste macérer le jus fait avec les pots, et on va écouler les jus au bout de quelques heures ou selon ce qu'on souhaite comme extraction de couleur en fait. Donc c'est par opposition à la méthode de pressurage direct, donc qui est très répandue faite aujourd'hui pour le rosé, où là on met les raisins dans un pressoir directement, on presse et on récupère directement le jus. Donc il n'y a pas macération entre le jus et les pots. Est-ce que les techniques de savoir-faire, justement, ont évolué sur les 30 dernières années au niveau du domaine ? Déjà, le passage à peut-être des machines plus modernes, avec plus de mécanisation, je dirais, de mécanismes. Comment est-ce que le savoir-faire se perpétue avec des techniques ancestrales, mais est-ce qu'aussi, quand même, on est obligé de passer par une partie plus moderne ? Et je crois que, de toute façon, la viticulture, ça a toujours été... traditionnellement en France, c'est quand même un secteur qui est très répandu et très renommé. Donc il y a eu beaucoup de recherches dans le secteur de la viticulture et beaucoup d'améliorations. Ça a fait qu'effectivement la viticulture s'est modernisée. Aujourd'hui, on se rend compte que les anciennes méthodes, même si c'était purement du feeling, je pense pour les anciens, c'était quand même des méthodes qui se valaient. Alors on a modernisé la viticulture, on a modernisé la cave aussi dans l'œnologie. Après voilà, c'est toujours un métier où il faut pas acheter des machines parce qu'on nous vend des belles machines et que ça a l'air génial. Il faut vraiment réfléchir à pourquoi on fait ça, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut chercher en fait. Et il n'y a pas de loi. Donc nous on a été... on essaye d'être à la pointe des nouvelles méthodes, mais on ne va pas aller chercher la nouvelle méthode parce que c'est la nouvelle méthode. Voilà, c'est parce qu'il y a un vrai intérêt. Aujourd'hui, on essaie de se passer complètement de désherbant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà sauté le pas. Et c'est des choses qu'on souhaite pour la qualité du raisin et pour notre... c'est pas juste un argument de vente ou quelque chose, c'est voilà, comme on disait, c'est nos terres et on veut les préserver. Et le désherbant, ça a été vendu dans les années 80, je crois aussi, c'était la solution miracle, et aujourd'hui on se rend compte qu'on est en train de bousiller les sols et qu'il faut revenir de ça, et voilà. Et donc il y a des nouvelles machines qui se font pour se passer des désherbants, etc. On cherche toujours l'amélioration. Justement, on rebondit là-dessus, vous agissez aussi finalement dans un objectif aussi de préservation de l'environnement. Oui, tout à fait. Moi, je suis revenu ici avec cet objectif-là. C'était l'objectif principal, quelque part. C'est ce qu'il y a la viticulture et le vin que j'adore. Mais c'est plus que ça, en fait. C'est vraiment cet endroit que je voulais préserver. Et, j'allais dire améliorer, mais c'est pas vraiment le mot. C'est perpétrer cette notion de terre et d'éviter que ça parte dans d'autres, comment dirais-je, objectifs sur ces terrains-là. Il faut que ça reste la nature. Très bien, merci beaucoup Guillaume pour ce mercredi. Demain jeudi, on continuera cet entretien. À demain. Merci, à demain.
Bonjour et bienvenue sur Alta Frequenza Sucitavi, comme tous les après-midi à 16h30. On vous le rappelle cette semaine, du domaine Peraldi, donc de vin avec Guillaume Tirel de Poix. Bonjour. Bonjour. Propriétaire donc de ce domaine. On continue donc notre entretien. On a commencé à parler des différentes variétés de raisins que vous transformez en vin. Est-ce que les vins du domaine Peraldi ont déjà concouru? Est-ce qu'il y a déjà eu des concours, le salon de l'agriculture par exemple, des distinctions au niveau national, international, qui sait, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Il y a eu, à l'époque de mon père, en fait, où il y a eu on a envoyé des vins et mon grand-père aussi d'ailleurs, sur des salons, sur des concours, etc. On s'est un peu réfréné dans cette logique-là, parce que c'était pas l'objectif recherché. Nous, on est resté sur un marché assez local. En fait, on vend aujourd'hui 90% de la production sur l'île. Donc, on n'a pas un intérêt direct à aller faire ces choses-là. Voilà, c'était pas dans la politique du domaine. Après, on n'est pas fermé à ça non plus. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est finalement donc aussi un vin qui s'adresse avant tout à un public local, corse? C'est un vin qui est vraiment typique de Corse. Donc effectivement, moi, on a encore beaucoup de locaux qui viennent acheter leur vin à la propriété. Voilà, on essaie de maintenir ça, parce que je pense que c'est important de maintenir ce contact. On n'est pas non plus... On essaye de se développer un peu à l'export aujourd'hui, mais de manière très... pas ponctuelle, mais sur de petites quantités, en fait, de manière à participer à l'essor que la viticulture corse connaît à l'étranger, en fait. Et on veut rester dans cette logique-là, mais voilà, on est quand même en majorité sur un marché local. Donc 90% sur la Corse et les 10% restants, c'est où? C'est sur le continent? On a donc 7% qui sont sur le continent et 3% aujourd'hui en export. On travaille avec la Suisse, avec l'Allemagne, et ensuite c'est vraiment des coûts en une fois. On a travaillé avec le Japon aussi, on a travaillé avec plusieurs pays, mais c'est vraiment des petites quantités pour faire connaître. D'accord, donc un vin qui est quand même... commence aussi à avoir ses adeptes au-delà de la Corse, même s'ils sont peu nombreux peut-être, mais enfin. Voilà, oui, on a régulièrement des gens qui nous sollicitent, qui connaissent le vin. Après voilà, c'est le tourisme aussi qui fait que les gens goûtent ici, ramènent, ça se fait tout seul aussi, l'export quelque part. En termes de rapport qualité-prix, parce qu'on dit souvent, il y a souvent cette critique qui peut émerger parfois des vins corses, entre guillemets, trop chers par rapport à des vins du continent dits de plus haut standing parfois, et qui sont un peu plus abordables, notamment dans les grandes surfaces. Là-dessus, comment vous vous situez? On a été très longtemps les vins les plus chers de la région. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On fait quand même partie des plus chers, mais on n'est plus les plus chers. On est resté... Le domaine a toujours essayé d'avoir cette constance, en fait, dans les produits qu'il proposait. Et on est resté sur cette ligne, en fait. Donc maintenant, on n'est plus parmi les plus... On n'est plus les plus chers, en fait. On fait partie, mais on n'est plus les plus chers. Je dirais que sur nos cuvées, on a su rester raisonnable, en fait, et on propose toujours le même produit. C'est souvent le retour qu'on a, en fait, quand on achète du Peraldi, on est sûr de ce qu'on a. Et au niveau du prix, ça se traduit comme ça. C'est vrai que les vins corses sont plus chers. Après, moi, personnellement, je pense que c'est quand même une viticulture de qualité qu'on a ici, et on a des gens... qui sont rarement dans l'excès au niveau de leur agriculture, en fait. Et voilà, une bouteille de vin à 2 €, c'est pas possible de produire ça pour nous. Il faut aussi que les gens comprennent ça, en fait. Que quand on veut un produit de qualité, c'est comme quand on achète n'importe quel produit, en fait, quand on veut avoir de la qualité, il faut qu'on puisse le faire derrière, et ça a un impact sur le prix. Faut pas abuser, voilà, faut jamais abuser, il faut jamais... Mais
le produit, il est là, quoi. Et je pense que le prix il traduit ça. Alors, ça se joue au niveau de la qualité, de la main-d'œuvre, du processus. C'est quoi qui entre en ligne de compte? C'est tout, parce qu'on va aller rechercher... La vigne, comme je disais tout à l'heure, c'est un ensemble de choses. Et on sait tous comment faire c'est entre guillemets, évidemment, mais on sait tous faire le meilleur vin du monde. Mais on fait le vin qu'on peut faire avec nos terres, qu'on peut faire avec les gens qu'on emploie, avec tous ces paramètres-là, en fait. Et il faut être honnête dans ce qu'on fait. Dans le prix, il faut être honnête aussi également. Et je pense que c'est le meilleur moyen que ça se passe bien pour tout le monde et de casser un peu cette réputation de vin cher, peut-être. Alors, il y a donc l'aspect grand public. Il y a aussi, on suppose, des établissements qui viennent vers vous, des établissements peut-être hôteliers, des restaurants, des bars. Comment ça se passe? Bah, écoutez, on a ces établissements qui viennent vers nous, oui, on travaille avec certains depuis très longtemps. Le restaurateur et l'hôtellerie, de toute façon, c'est la continuité si le vigneron n'avait pas ça, il pourrait pas faire son métier, quoi. C'est des personnes avec qui il faut s'entendre bien, et c'est comme les sommeliers, ça fait partie de ces professions qui sont connectées, en fait, et avec qui on est obligé, mais ça se fait avec plaisir, de lier des contacts et de connaître, en fait. Merci Guillaume. Merci. Pour cet avant-dernier jour, demain on terminera cette semaine en votre compagnie. À demain. À demain. Bonjour à tous et bienvenue sur Alta Freguenza Radio Liagourtiga. Dernier jour pour votre rendez-vous Sucitavi avec le domaine Peraldi et son propriétaire Guillaume Tirel de Poix. Bonjour. Bonjour. Très heureux d'être en votre compagnie pour cet ultime jour. On continue, on termine donc cet entretien autour de la vigne, du développement du domaine. Et justement, on va se tourner vers l'avenir. Quelles sont les perspectives déjà pour l'avenir proche, 2017, et puis pour les années à venir? Les perspectives, elles sont... Moi, personnellement, j'ai envie de développer une agriculture de plus en plus respectueuse de l'environnement. J'ai envie de mettre en place plusieurs choses dans la polyculture, de travailler, voilà, de me rapprocher de plus en plus du développement durable, tous ces objectifs-là qui sont pour moi très importants aujourd'hui et primordiaux. C'est vrai qu'on a beaucoup de complications liées à une urbanisation aujourd'hui qui est galopante et très problématique pour nous. Et voilà. Aujourd'hui, malheureusement, la perspective, c'est surtout d'essayer de conserver un maximum l'outil qu'on a aujourd'hui et ces terres. Et voilà, on a beaucoup de boulot à ce niveau-là et j'essaie de faire sur les deux, mais ça prend beaucoup de temps. Alors justement, c'est qu'il y a des grands projets urbanistiques de ce côté-là. On parle de routes, on parle de collèges, on parle de nouvel hôpital. Effectivement, c'est difficile de se faire sa place. C'est difficile de garder sa place, en fait. C'est vrai qu'on a vu la ville s'approcher à vitesse grand V. Et aujourd'hui, on est entouré et ça ne va pas s'arrêter là. On espère avoir évité le pire. Rien n'est dit et rien n'est signé pour l'instant, mais on essaye. Je pense qu'on a réussi à éviter une traversée pure et simple du domaine par une nouvelle route. On se rapproche de plus en plus d'un contournement, mais bon, encore une fois, rien n'est signé et on reste vigilant. Voilà. Après, on essaye de garder, on va garder notre place d'ailleurs, on va pas essayer, et on va faire en sorte que les choses se passent bien. On espère juste que les acteurs qu'on a en face de nous seront aussi dans la volonté que les choses se fassent aussi bien pour eux que pour nous, et qu'on puisse arriver à trouver un terrain d'entente. Aujourd'hui, c'est trop rapide et c'est trop aléatoire comme développement pour pouvoir espérer que ça se passe bien, en fait. Voilà, c'est ça qu'on voit, nous, à notre niveau. Alors, vous défendrez bec et ongle vraiment votre outil. Ah oui, il n'y a pas d'hésitation. Un outil de travail donc majeur, on l'a dit. Vous assistez aussi en ce moment, justement, côté communication, parce qu'on sait qu'il y a des travaux aux alentours du domaine. Il ne faut pas que ça réfrène les gens, au contraire, il faut quand même que les gens fassent abstraction, entre guillemets, de ça, voilà, qui continue de venir. Voilà, là on a eu une période effectivement de travaux à l'intérieur et à l'extérieur du domaine.
qui a compliqué beaucoup l'accès, en fait, et c'est pas fini malheureusement. Il y a d'autres projets qui sont en attente et qui compliqueront aussi l'accès au domaine. On veut passer le message, voilà, que le domaine reste ouvert pour les sportifs, pour les clients, pour ceux qui veulent venir découvrir la cave, les vignes. Voilà, on reste ouvert et on essaye et on maintient un climat nature et où les gens peuvent se sentir bien. Voilà. Vous mettez l'accent sur la convivialité? Oui, on essaye. Je pense que déjà moi, je préfère être comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et voilà. C'est mon grand-père en fait qui a pris cette décision de laisser le domaine ouvert à tout le monde. Ça a été maintenu et moi j'arrive aujourd'hui et c'est hors de question que je change d'avis. J'espère ne pas être obligé de fermer les grilles par défaut avec tout ce qui se construit, avec le collège, avec tous ces projets urbains. J'ai envie de laisser ouvert ou de trouver un autre accès le jour où on ne pourra plus. Mais voilà, on essaie vraiment de maintenir ce climat. C'est difficile, mais on va y arriver. Alors vous parliez aussi des gens de passage, notamment de sportifs, des gens qui vont courir par là-bas. Est-ce qu'ils s'arrêtent parfois, justement? Est-ce qu'ils vous achètent une bouteille ou deux? S'ils s'arrêtaient tous, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Non, on a beaucoup de personnes qui s'arrêtent, oui, effectivement. On a des groupes, beaucoup de messages aussi sur les réseaux qui nous disent, voilà, on a des gens qui envoient des photos du domaine, etc. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette ambiance-là où les gens marchent autour des vignes, prennent des photos, nous les envoient, nous disent, j'ai couru autour de vos vignes. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. C'est une nouvelle dimension du métier, ça, hein, justement, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que ça fait partie maintenant du quotidien et les gens... moi, je trouve ça rigolo, en fait. C'est quelque chose qui me déplaît pas. Je suis pas un grand utilisateur non plus de ces choses-là. Je pense qu'il faut le faire avec parcimonie, toujours. Mais voilà, ça a un côté très sympathique et ça rapproche aussi, quand même, finalement, entre le consommateur et le producteur, et c'est un moyen de rapprochement comme un autre en fait. Et avant de se quitter plutôt, est-ce que vous auriez un message à faire passer? Le micro est ouvert. Écoutez, encore une fois, le message c'est de dire qu'on reste ouvert et qu'on va rester sur place, que malgré ce qui se passe, que les gens ne doutent pas qu'on va rester en place et qu'on va tout faire pour que ça se passe bien dans l'avenir. Bien, Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine, ce fut un plaisir. Merci à vous. Une émission à retrouver en podcast sur le www.alt-freguenza.court. Vous retrouverez Marianne Franchi la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Allez, avec.